en vrai, pour moi, tout est spirituel. Tu vois. Genre, juste le fait d'être là et de vivre et de pouvoir prendre une respiration, c'est spirituel. C'est peut-être le truc qu'on a de plus spirituel. T'as monté tout un tas de projets, tout un tas de choses qu'on peut voir comme des réussites de l'extérieur. Toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur? Est-ce que quelqu'un qui projette son bonheur sur ce genre d'accomplissement, il a raison selon toi? Est-ce qu'on voit... Non, je pense pas qu'on le voit à la caméra, là, le petit... Happiness is the highest level of success. Juste là. Pourquoi je suis comme ça, de pourquoi dans ma famille s'est passé ça, J'appelle ça de la branlette intellectuelle, tu vois. C'est genre, on s'en fout en fait, quand t'arrives dans une pièce et qu'il y a 10 êtres humains, entre guillemets, on s'en fout de ce par quoi t'es passé. Et là, il se passe quoi? Vraiment, dans breathwork, tu as la respiration et le travail. Work. Travail. Dans ta dernière vidéo, tu parles d'ailleurs d'un moment d'éveil où tu te sens comme foudroyé par quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça, c'est typiquement le genre de truc, quand tu l'as pas vécu, tu peux te dire, oh là là, mais de quoi il parle, le frère? Un élève demanda un jour à son maître quel est le secret de l'éveil, et ce dernier lui répondit: tu as fini ton petit déjeuner, alors va laver ton bol. Ce conte zen nous rappelle que c'est moins la chose que l'on fait que la manière dont on la fait qui importe vraiment. Il nous invite à être présent et à trouver en chaque instant une réelle source de joie. Et l'intention derrière ce podcast est de nous y aider en partageant des informations autour du bien-être et de la conscience en vue d'une vie plus heureuse et alignée. Je m'appelle Paul Petit, je serai votre hôte durant ce podcast. Je suis à la base issu du monde du sport, duquel j'ai très vite dérivé pour me rapprocher d'autres voies plus chères à mon cœur, qui me permettent aujourd'hui d'accompagner des personnes de façon holistique dans un processus de transformation et d'exploration de soi. Durant ce podcast, nous parlerons de ces différentes voies, de ces différentes sagesses, telles que la méditation et la respiration par exemple, et nous évoquerons également de nombreux autres sujets, tous liés à notre bien-être corporel et spirituel. Je vous remercie pour votre présence, je vous invite à vous remercier vous aussi de prendre ce temps de divertissement et d'apprentissage, et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tristan de Feuillet-Vang pour aborder de nombreux sujets qui, je l'espère, éveilleront votre curiosité. Mon cher Tristan, merci et bienvenue dans ce podcast. Bienvenue. Comment tu souhaites te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Toujours la fâcheuse question, se présenter, ça change à chaque interview, à chaque podcast, à chaque vidéo. Mais maintenant, je dirais un petit être humain de 27 ans, toujours passionné par l'apprentissage, l'expérimentation, la vie en elle-même. Je trouve ça fou, la complexité de la vie et tout ce qu'on peut faire ici. Et initialement, connu sur les réseaux, ça fait 10 ans que je suis sur Insta, 8 ans, 9 ans que je suis sur YouTube. On a passé le cap des millions d'abonnés il y a 3 ans. Et là, je rattaque gentiment après une petite année et demie de césure forcée. Donc, ouais, un petit être humain passionné, curieux, qui a envie de tout apprendre, tout expérimenter, tout goûter. Et en chemin. Trop bien. Les gens qui nous écoutent doivent certainement te connaître de ta chaîne YouTube. Ta dernière vidéo parle de spiritualité. D'où ça te vient, cet attrait-là pour la spiritualité, pour le bien-être en général? Un terme qui est tellement galvaudé en plus, tellement connoté. Si tu veux le définir pour toi, selon toi d'ailleurs? Justement, en vrai, pour moi, tout est spirituel. Tu vois. Genre, juste le fait d'être là et de vivre et de pouvoir prendre une respiration, c'est spirituel. C'est peut-être le truc qu'on a de plus spirituel. Et ne serait-ce que vraiment être présent dans son corps, par exemple, prendre la voie martiale et développer cette présence, cette conscience qu'on a dans le corps. Déjà, juste, voilà, sois présent et aware de ce qui se passe à l'intérieur de ton propre corps. Et t'as tout un cheminement, entre guillemets, spirituel jusqu'à la fin de ta vie qui se déroule devant toi, quoi. Carrément. Oh waouh. Bah tu vois, ça c'est la spiritualité. La vraie. Le podcast, mais il y a le papa qui appelle sur le lit d'hôpital. Il faut que j'annonce la nouvelle en plus. Très près. Excusez-moi. Voilà, c'est le seul qui passe la barrière du ne pas déranger. Et bah voilà, c'est parfait. Le padre il vient d'appeler, qui était à l'hôpital, et ça c'est quelque chose de littéralement voilà, très, très spirituel, tu vois. De, juste comment ils vont les gens que t'aimes, comment tu entretiens ton lien avec eux. Comment tu... J'aime bien Eckhart Tolle, comment il définit ça. Lui, il parle beaucoup de présence. Et, parce que les termes, ils sont tellement connotés et tellement chargés
que par exemple, lui, il parle pas de Dieu, tu vois, parce que ça peut vouloir dire tellement de choses en fonction de comment tu as été élevé et éduqué. La manière dont il parle de présence, parce que justement, le terme n'est pas chargé. Et j'avais cette pensée qui vient de venir à la suite de ça, de quand tu es vraiment présent à toi-même et à ce qui se passe, en fait, les choses, elles se font naturellement. Ouais. On est en plein podcast, mais bon, là, il n'y a pas de récapel en urgence sanitaire, c'est juste normal. Et puis, ça fluide, enfin, tout est fluide, tu vois. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de lourdeur, tout est toujours fluide dans les rencontres, dans les interactions. Voilà. Petite parenthèse sur ça. J'aime bien ce que tu dis sur le décorréler la spiritualité des pratiques qu'on connote spirituelles, en fait. Ce qu'être présent pour son père, pour ses parents, pour ses proches, finalement... Ouais. Genre vraiment prendre du temps pour soi, s'allonger. Pour moi, c'est juste, en fait, si tu veux être présent à toi-même, à cette présence-là, mais vraiment à 100%, tu vois, sans avoir la petite voix du mental qui dit « Ok, là, il faut qu'on fasse ça, là, il faut qu'on aille faire truc pour survivre, pour faire de l'argent, pour manger, là, il faut que... » Enlève tout ça. Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien et que tu es juste là? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce que je me sens bien? Revenir à des trucs basiques. Ouais. Tu dis dans ton TEDx, rappelez-vous qu'inconsciemment, vous avez tous grandi en développant les traits de caractère qui auraient sauvé vos parents. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette phrase? C'est puissant. Écoute, si on décompose la phrase, j'avais fait un TEDx où je finissais par cette phrase. Rappelez-vous que vous avez tous grandi en développant les traits de caractère de ce qui aurait sauvé vos parents. Je sais pas comment ça résonne pour vous derrière l'écran, je sais pas comment ça résonne pour toi, mais pour moi, un jour, j'étais en full... Enfin, comme beaucoup de moments dans ma vie, full psychanalyse perso, tu vois. Et je regardais, je réfléchissais vraiment à ma construction, et je me suis dit, putain, mais en fait, il y a vraiment eu toute cette construction de tout ce qui m'avait manqué d'une certaine manière dans mon éducation, que d'une certaine manière, je suis devenu, tu vois. Et là, j'ai fait le lien instant, puis j'avais vu un moment quelqu'un qui en parlait, et ça a tellement hit fort. Je me rappelle, j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai capté ça, et avec un peu de recul, c'est juste, c'est peut-être pas une règle maxi générale ou quoi, mais chez moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens, et je remarque chez toutes les personnes qui se sont construites dans l'adversité, donc quelque chose qui était, à un moment donné, qui était dur, y a toujours deux chemins, soit ils le surmontent, soit ils sombrent, mais souvent, s'ils le surmontent, ils vont vraiment développer ce qui aurait empêché cette chose-là à la base même, tu vois. Si t'as grandi dans un environnement vraiment violent et que t'as envie de break the cycle, que t'as envie de dire ok, à partir de moi ça se stoppe, forcément tu vas développer l'inverse de cette extrême violence. Donc tu vas peut-être développer de la compassion, de l'amour, de l'empathie pour les autres, tu vas peut-être développer une meilleure communication, parce que souvent ça part pas de j'ai envie d'être méchant avec toi, mais ça part juste de putain, je réussis pas à communiquer, que là je me sens pas bien, et du coup je te parle mal et je te fais du mal, mais en fait j'ai un mal-être là que je réussis pas à verbaliser, et toi tu vas le capter, donc tu vas faire plein de changements, plein d'adaptations, parce que tout ça t'a marqué, et du coup tu vas devenir une version, on va dire 2.0, qui aura comblé tout ce qui t'a manqué pendant ta propre enfance. Voilà. C'était une réflexion perso que j'ai eue. Je sais pas la base psycho que ça a, je sais pas si c'est vérifiable sur un plan, grosse analyse, étude scientifique pure, psychologique, mais en tout cas, je le vois beaucoup, quoi. C'est vrai que même pour moi, qui t'ai vu en parler, même sans te connaître à l'époque, je pense, je trouvais ça très très fort, cette liberté que tu incarnais sur les événements qui nous arrivaient, en fait, tu vois. Sur le fait que tu étais libre d'en faire quelque chose de potentiellement très beau. Et même, j'étais très touché quand tu parlais du fait que tu étais même reconnaissant des événements les plus tragiques qui ont pu t'arriver. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, on l'oublie souvent, mais je me rappelle une fois, pareil, j'ai une grosse réflexion vis-à-vis de ma mère et tout, et je lui ai dit, même si elle est plus là physiquement, parce que pour remettre dans le contexte, je l'ai perdue très tôt, elle s'est enlevée la vie, et à un moment, j'étais là, et j'ai eu une prise de conscience instante, et je me suis dit, en fait, je lui parlais, tu vois, je lui dis, en fait, t'as été la meilleure mère du monde pour moi. Genre, t'aurais pas pu faire un truc qui m'aurait plus appris que ça. Et si on dézoome sur un plan peut-être d'âme, tu vois, j'aurais jamais pu apprendre, comprendre et grandir autant si elle avait pas fait ce geste que très peu de gens ont compris. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'étais en pleurs, je disais, putain. Je disais, I got it, genre, je te capte.
Et merci pour le cadeau que tu m'as fait. Alors que quand tu dézoomes et que t'as pas cette perspective-là, tu peux te dire, oh là là, pas du tout, tu vois. Mais moi, je le ressens vraiment comme ça. Tu vois. Puis chaque personne aussi a son chemin. Tu vois. Quand t'aimes vraiment les gens, pour moi, ça passe par l'acceptation à 100% de qui ils sont et aussi de leur choix et de leur chemin. Et si eux, ils décident de partir, ils décident de partir. Donc oui, ça peut être triste, oui, ok, il n'y aura plus. Et là, tu vois le cas, il n'y a pas longtemps, là, ça parlait beaucoup justement d'euthanasie et tout, et il y avait toutes ces discussions, et moi, j'étais là en mode, les gars, si vraiment t'as quelqu'un qui veut partir et qui veut le faire dans des conditions safe, qui on est pour s'opposer, tu vois, à la volonté de quelqu'un qui lui est propre. Voilà. Il n'y a pas de vérité absolue sur ça, mais à mon sens, quand t'aimes, sans même comprendre, la première étape, c'est d'accepter l'autre à 100%. Si tu comprends, c'est encore mieux, mais juste l'acceptation, déjà, tu fais un grand pas. Même d'accepter que c'est pas possible de comprendre pour le moment. Des fois, il nous arrive des trucs. Juste accepter sans comprendre. Tu penses toujours qu'on finit par comprendre ? Non. Okay. je pense que si justement on est humble, à un moment on comprend qu'on comprendra pas. Et justement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien vis-à-vis de plein de choses que je voulais absolument capter de mon histoire, de pourquoi je suis comme ça, de pourquoi dans ma famille s'est passé ça. J'appelle ça de la branlette intellectuelle. Tu vois, c'est genre, ok, il s'est passé tout ça, ok, c'est cool, mais est-ce que tu as besoin vraiment de creuser ? Il y a plein de choses que tu ne sauras pas. Tu sais pas. On vit sur une putain de boule qui tourne dans l'univers et on capte un millionième de ce qui se passe. Tu vois. Est-ce que tu as besoin de comprendre les fins fonds de la galaxie pour juste là être bien et comme dit, incarner ici sur Terre de l'amour, de la paix, de la présence ? Je pense pas. Tu vois. Et après, c'est bien. Si tu as envie de creuser, tu as envie de voir et tout, mais. Je me rends compte que ceux qui sont vraiment béants, c'est pas forcément ceux qui envoient le plus de thérapie, de compréhension de leur passé, des schémas, de machin. Ça peut servir à un moment, c'est des outils. Mais vraiment, je reviens de plus en plus à des trucs bêtes et méchants de là, qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu te sens bien ? Avec quel type de personne ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce qui te nourrit ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Quand tu ouvres les yeux le matin, tu te dis « Ok, ça, j'ai trop envie. Ok, là, pas du tout. » Et viens, on se concentre sur ça plutôt que « Oui, mais moi, en fait, quand j'étais petit, j'ai perdu ma mère et du coup, ça a fait que du coup, je suis devenu comme ça. » On s'en fout, en fait, quand tu arrives dans une pièce et qu'il y a 10 êtres humains. Entre guillemets, on s'en fout de ce par quoi t'es passé. Et là, il se passe quoi, tu vois. Et à tout moment, tu peux aussi décider de... Ok, genre, c'est Ramdas qui dit ça. Il dit vous n'êtes pas obligé d'être la même personne qu'hier. C'est plus simple à dire qu'à faire. Mais en soi, si vraiment tu décides que ok, ça fait partie de ma construction, et je suis pas obligé de m'identifier à toute cette histoire et de le ramener à chaque fois que je me présente à quelqu'un, à chaque fois que... Complètement. Je pense qu'on a tous cette tendance un petit peu inconsciente à s'identifier à notre histoire et souvent aux choses les plus marquantes de notre histoire. Mais c'est chouette d'avoir cette liberté-là que nous offrent aussi les pratiques méditatives ou ce chemin de pensée. Toi, c'est quoi qui t'a le plus aidé d'un point de vue thérapeutique dans ta vie à avoir cette posture-là, à avoir ce bien-être-là en toi ? J'allais te dire juste avant d'enchaîner sur ça, peut-être le truc le plus important, c'est pas l'identification à tout ça, mais c'est qu'est-ce que t'en retires. Et du coup, là, aujourd'hui, comment est-ce que tout ça t'a forgé ? Mais si là, on te mettait dans le truc de Men in Black qui te fait tout oublier, et qui te laisse juste avec ce que t'es maintenant, ben voilà, qu'est-ce qui reste maintenant ? Et est-ce que, par exemple, ça t'a fait te mettre au sport de fou et compenser toute la rage, la colère, la haine que t'as eue dans un truc très discipline, par exemple, j'en sais rien, de la muscu, ou est-ce que t'es devenu un athlète et au final, même si t'oublies tout ça, ok, tu te rends compte que ton corps, il est là, il est fort, il est fonctionnel et tout. Voilà, c'est plus quelles sont les leçons de tout ça qu'on peut garder maintenant dans notre vie. Et aussi faire gaffe à pas répéter des schémas traumatiques. Parce que justement, oulala, il s'est passé ça, donc par exemple, je sais pas, je fais plus confiance. Maintenant, je fais moins confiance aux gens que je rencontre parce que Donc, qu'est-ce qu'on garde ? Et ça va avec ce tatou là. Absorb what is useful, discard what is not. Et c'est Bruce Lee. Bon, bref. Ta question, c'était des pratiques méditatives, des pratiques qui m'ont aidé en personne. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance, même c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis, naturelle, si on la laisse faire,
qui transmute un petit peu tous les événements en gratitude avec le temps. Si on a un réel lâcher-prise et une réelle vision d'acceptation. Comment tu vois ça, toi? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un flux de guérison, entre guillemets, naturel, qui est disponible, mais que dans l'instant. Et personnellement, il y a certaines pratiques qui m'ont réellement aidé plus que d'autres, ouais. Et j'étais curieux de savoir, toi, sur ton chemin, qu'est-ce que tu avais pu tester, même en termes de thérapie, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Franchement, j'ai testé beaucoup de choses, hein, mais j'ai vraiment pas kiffé la plupart des trucs très conventionnels. Chez moi, du moins, ça résonne pas. Et perso, c'est pas du tout là où j'ai eu un déclic. Un peu comme sur un autre spectre, c'est pas en allant dans un lieu sacré que j'ai touché le divin. Tu vois. C'était pas à l'église, c'était pas à la mosquée, c'était pas à la synagogue, c'était pas dans un temple. C'était à genoux, en pleurs dans un bout de la maison, pas du tout instagrammable, ou dans une forêt. Tu vois. Donc je dirais que dans les choses que j'ai essayées qui m'ont fait le plus de bien, dans les moments où ça allait pas, j'allais dire la méditation, mais c'est traître, parce que comme tu le sais, la méditation, c'est pas s'asseoir en tailleur, fermer les yeux, et voilà, c'est travailler de l'immobilité, du stillness, mais la méditation, c'est vraiment d'être au contact de ce qui est, en permanence. Tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en dansant, tu peux le faire en faisant ton ménage. C'est juste un état d'être. Mais quand t'es dans cet état d'être et que toi, il y a des choses qui sont pas résolues, bah en fait, ça te met juste en face à face avec elle. C'est pour ça que la plupart des gens sont pas capables de maintenir un état de viens, on s'assoit là 15 minutes et juste il se passe rien. Parce qu'au bout d'un moment, la tête elle parle trop, il y a des émotions qu'ils ont même pas conscience qu'ils ont pas digéré, des trucs qui remontent et vas-y, ça fait trop d'infos, ça me fait chier, j'ai envie de bouger. Tu vois. Donc j'aurais eu tendance à dire ça, mais ça te soigne pas, ça te montre ce qui va ou ce qui va pas. Et après, est-ce que tu as l'honnêteté brutale de l'affronter et de le voir et de dire ah ouais, en fait là j'avoue que j'ai un truc qui me pèse sur le cœur et j'avoue que j'ai pas dit ça à ma mère, ou alors j'ai dit ça à mon père et je regrette, et putain, tant que je vais pas m'excuser, je sens que je vais pas aller bien, même si je médite tous les jours 2 heures par jour. Bon bah peut-être que la spiritualité, elle est pas dans être en posture de César comme ça 2 heures par jour, mais elle est dans mettre ton ego de côté, aller voir ton père et dire ok papa, je tiens à m'excuser parce que j'ai merdé sur ça, je t'aime, vous. Tu vois. C'est pour ça que je disais, à mon sens, c'est là, en fait, c'est revenir aux choses simples. Et la méditation, dans comment je le conçois et je le pratique, comme dit, c'est vraiment cet état d'être qui te met face à toi-même. Et là seulement, bah, plus tu calmes le mental, plus tu sens et tu sais ce qui va pas, ce qui est aligné ou ce qui ne l'est pas. Et c'est à double tranchant parce qu'effectivement, il faut être brutalement honnête avec soi, il faut vouloir aussi changer ce qu'on sent qui, à un moment, peut être dissonant. Tu vois. Et ça, c'est un travail quotidien. C'est pour ça que pour moi, c'est une pratique quotidienne qui devrait être faite par tout le monde. Et une fois qu'on a réglé les petites choses qu'on ne sait pas forcément qu'on a aussi, qui peuvent être inconscientes, des petits trucs qui peuvent remonter, là, ça peut être une pratique vraiment pour moi, de découverte personnelle très puissante. Donc à incorporer entre guillemets en daily, tu vois, daily, weekly, peu importe la fréquence, mais de manière assez régulière, histoire d'apprendre à naviguer dans ces espaces-là, ces espaces de conscience, parce qu'on le sait maintenant, ça active vraiment des zones différentes dans le cerveau, ça nous permet d'accéder à différents états de conscience, les états méditatifs profonds. Et donc je dirais méditation en point numéro 1. En point numéro 2, je dirais honnêtement, sur un plan perso, travailler avec des plantes médecines, mais on est dans un pays qui ne le permet pas, donc je vais vite fermer cette parenthèse, mais personnellement, c'est après la méditation, moi, ce qui m'a le plus appris et apporté. Et en 3, je dirais tout le travail de la respiration, tout le travail du souffle, qu'on appelle breathwork. Et vraiment, dans breathwork, tu as la respiration et le travail. Work. Travail. Parce que c'est vraiment dur, le travail du souffle, dans le sens où c'est pas juste on s'allonge et on respire, c'est ça demande vraiment une présence et une attention maximale de A à Z sur chaque inspi et chaque expi. Et quand vraiment tu
commence à étudier ce que le souffle permet, que ce soit sur, encore une fois, le changement de fréquence sur un plan juste de fréquence cérébrale ou le changement d'état de conscience avec des états de conscience qui sont élargis ou altérés ou modifiés. Et le fait qu'il y a certaines parties du système nerveux qui peuvent s'activer, d'autres qui peuvent se désactiver. Tu peux en venir à réduire, on sait rien, ton cortex préfrontal, et tu peux juste arriver dans des états littéralement de transe, consciente ou inconsciente, à travers le souffle. Et ça me fascine. Et naturellement, entre guillemets, sans ingérer quelque chose qui est extérieur à notre corps, avec simplement les ressources de notre corps, comme dit Wim, get high on your own supply, défoncez-vous avec vos propres réserves, tu peux ouvrir littéralement des portes vers d'autres états de conscience plus larges dans lesquels, on le sait maintenant aussi, tu as des interactions entre ce qu'on va appeler le conscient et l'inconscient. Donc différentes parties du cerveau qui vont commencer à communiquer. Et rien que sur un plan aussi physique, il peut se passer tellement de choses. On le sait maintenant avec les méthodes Wim Hof et tout ça, que je dirais méditation en 1, plante médecine en 2 et travail du souffle en 3. Mais dans tous les cas, tout est tellement lié, quoi. Les apprentissages que tu retires de là-bas, c'est un peu les mêmes que tu as eu là-bas, mais sous une autre forme, tu vois. Complètement. C'est différents chemins qui mènent à un même endroit, entre guillemets. Méditation, travail avec les plantes, et breathwork, travail avec les plantes, médecine, c'est le travail avec les psychotropes, tout simplement. Ça va de l'ayahuasca à la mescaline, à la psilocybine. Même le LSD, il y a énormément de choses qui sont étudiées en ce moment d'un point de vue médical, sur le traitement de la dépression, sur le traitement de l'anorexie, des troubles obsessionnels compulsifs. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus en ce moment. Donc on vous mettra des ressources si ça vous intéresse. Et tu vois, par rapport à la dépression, justement, c'est intéressant. Je regardais ça en plus tout à l'heure, parce que j'ai un pote qui m'a dit qu'il avait commencé à prendre des antidépresseurs et que, justement, il voulait aussi travailler avec la psilocybine, parce qu'on sait que cette molécule-là, elle vient se caler sur les récepteurs 5-HT2A, donc c'est les récepteurs en gros de sérotonine, et on sait qu'elle a un vrai effet sur les gens dépressifs, et qu'il y a beaucoup d'études sur une seule macrodose, donc un vrai voyage avec cette médecine, où les gens reviennent, je crois que c'est environ 70% des gens d'une des études que j'ai en tête, qui reviennent et qui sont cured, tu vois. Et que ce soit de cette manière ou à travers un microdosing, donc c'est un autre protocole, c'est des plus petites doses qui sont quasiment pas perceptibles, mais que ça a des vrais impacts sur la redirection des schémas neuronaux. Et ça, c'est très intéressant quand tu vois, par exemple, si on dézoome, comment nous, en Occident, on va traiter une dépression. On va te donner des antidépresseurs qui vont venir réguler tes niveaux de sérotonine. Donc ça change pas le problème en soi, c'est juste qu'on dit on met toute la baseline au même niveau. Exactement. Et regarde maintenant, on va dire chimiquement tu te sens bien. Alors qu'à l'inverse, cette petite molécule active du petit champignon qui pousse dans la forêt un peu plus loin, elle va vraiment venir à l'intérieur de tout le système, et elle va travailler, on va dire, beaucoup plus en profondeur, parce qu'elle va permettre de changer les schémas neuronaux itself, tu vois. Et c'est deux approches qui peuvent être complémentaires en plus, mais qu'on oppose, alors que tu vois, il pourrait y avoir tellement une complémentarité. Et à mon sens, c'est comme ça. Tu vois, moi, j'ai grandi avec un papy grand maître de Kung Fu et qu'un DE en médecine chinoise. Et il n'était pas contre la médecine d'ici. Il disait juste, tu sais, c'est le Tao, en fait. Il faut équilibrer. Tu vois. Des fois, quand tu vas te casser le bras et que t'es à 100 et que voilà, t'es dans la forêt, t'es bien content que tu sois pas avec des chamans. Mais de l'autre côté, quand t'as des problèmes vraiment plus on va dire de cœur, d'âme, et des choses qui sont lourdes et qu'on n'arrive pas genre juste une dépression par exemple, qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'il y a des causes qu'on ne comprend pas, et que notre médecine est très limitée sur ça, parce qu'à part te donner des antidépresseurs et te dire va en thérapie, ok, et puis on sait que ça marche pas, hein, sinon il y aurait pas encore des millions de dépressifs en France. Peut-être qu'il y a autre chose à explorer, tu vois. Et à mon sens, je le vois vraiment comme une danse, tu vois, qui doit être faite. On a une médecine préventive, on a une médecine curative. Et venez, on diabolise aucune des deux. Les deux, elles sont géniales, mais c'est juste qu'il y a peut-être un temps pour tout, tu vois. Exactement. Et j'avais entendu cette phrase que j'aime bien qui disait que justement les médecines un peu plus, entre guillemets, chamaniques, tu vois, tout ce côté plante médecine et tout ça, elles
soigne l'âme, pendant que notre médecine occidentale, elle soigne le corps. Pour avoir aussi beaucoup expérimenté, pour avoir vu des gens qui vraiment ont changé de life du jour au lendemain, c'est vrai que, waouh, il se passe beaucoup de choses quoi, chez ceux qui vont explorer sur ces aspects-là, et c'est intéressant à observer. Ouais. Peut-être pour illustrer un petit peu plus pour les gens qui auraient du mal à s'imaginer ce qui peut advenir dans ce genre de moment, toi, quelles sont les expériences les plus puissantes que tu aies vécues, que ce soit du breathwork ou même dans d'autres voies? Bah déjà, j'ai une vidéo YouTube sur une de mes premières expériences de breathwork. Donc si jamais, on vous la linkera en description, parce que il y a 25 minutes d'un voyage que j'ai relaté, où justement j'ai même payé un illustrateur pour illustrer avec des dessins ce par quoi je suis passé. Mais comme dit, si on prend ne serait-ce que ce premier voyage, quand on commence à respirer de certaines manières, il y a plein de méthodes différentes. Tu as la Wim Hof qui est très connue, tu as de l'holotropique, tu as du CCB, du Conscious Connected Breathing, tu as plein il y a une respiration, et ensuite il y a plein de déclinaisons. Dans le yoga, ils le connaissent très bien, ils parlent de pranayama, et il y a vraiment plein de techniques différentes en fonction de ce que tu cherches aussi à faire. Souvent dans les respires, on vient activer, donc il y a des phases où on vient respirer de manière plus intense, de manière plus profonde, et là on vient activer le sympathique. Donc sur une première phase, on active tout le système. Et quand on active ce système, il peut se passer beaucoup de choses, que ce soit des prises de conscience, donc un peu, vraiment là je vais essayer de le dézoomer et de l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas du tout familier à ça. C'est un peu comme quand, je sais pas, t'es en train de t'endormir, de faire une sieste, et que d'un coup tu te réveilles, tu te dis « Oh là là, j'ai une idée, il faut que je la note ». Ou qu'à l'inverse, on sait rien, tu dors et tu fais un rêve et tu reviens de ton rêve et tu te dis « Ah ouais, là, il s'est passé un truc, attends, mais c'est méga clair ». Donc, t'en viens en fait à des états où tu peux avoir des prises de conscience, tu peux avoir des idées, tu peux avoir des visions comme dans un rêve. Tu peux, comme dans un rêve, des fois, t'as pas de vision, mais t'entends des trucs. Parce qu'en fait, les rêves, c'est un état de transe aussi, qu'on oublie. Tous les jours, on est en transe. Mais des fois, on se réveille, on sait même pas, mais en principe, toutes les nuits, on rêve. C'est ce qu'on appelle de la transe hypnotique, transe onirique. On a la transe hypnotique qu'on connaît bien, de l'hypnose un peu plus classique. Et on a aussi ces transes-là qu'on peut induire, ces transes. Avec des grandes guillemets, les gens, ils entendent transe, ils ont un peu peur. Mais transe, ça veut juste dire un état de conscience différent de celui dans lequel on est là. Mais si là, comme dit, on commence à s'endormir, on va être dans un autre état de conscience. Tu vois. Et c'est aussi, scientifiquement parlé, un état de transe. Donc il faut juste dézoomer. Mais voilà, quand tu commences à respirer et à activer ce système, tu peux partir dans cet état de transe consciente. Tu es toujours extrêmement conscient de ce qui se passe. Et si jamais, par exemple, je sais pas, il y a le feu à côté de toi, tu peux dire « Ok, là, il y a le feu. Ok, bon, là, je vais système de survie qui s'active et tu dégages. Tu vois, t'es pas ailleurs dans un autre monde, t'as plus le contrôle de ce qui se passe. Ça, c'est un peu plus ce qui peut se passer justement avec les plantes médecines, parce que il y a littéralement un antéogène à l'intérieur de toi. Et là, si en France, c'est aussi catégorisé de drogue, c'est aussi pour une raison. Il y a plein de gens qui font n'importe quoi avec, et ne serait-ce que, je sais pas, de la bœuf, tu vois, de la marijuana. Tu vas en Inde, c'est une plante sacrée et ils méditent avec. Tu vas ici, tu vois un peu le bordel que ça peut faire en soirée. On a tous vu des gens sous THC se manger des murs. Tu vois. Donc, encore une fois, l'intention, elle est trop importante. Mais parenthèse fermée sur ça. Donc, quand tu es dans cet état où tu commences à respirer, à hyperventiler, à activer ce système, tu peux avoir une cascade d'informations différentes, des prises de conscience, aux visions, aux messages, aux sensations, et ça peut être très physique aussi. Il y a plein d'explications, il y en a autant des très scientifiques, physiologiques, il y a des échanges gazeux à l'intérieur du corps qui vont faire que ça va modifier la chimie littéralement du sang, ça va modifier le pH. Donc il va se passer des trucs dans notre corps. On va sentir que ok, là peut-être que ça va être très chaud dans mes mains et très froid dans mes pieds. Et une demi-seconde après, peut-être que ça va être l'inverse. Et puis en même temps, d'un coup, je sais pas pourquoi, je vais penser à ma grand-mère et je vais entendre sa voix qui va me dire un truc. Et là, t'es en train de ressentir beaucoup de choses. Et puis d'un coup, peut-être que la personne qui tient l'espace, elle va induire quelque chose. Elle va dire, j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous a manqué quand vous étiez petit ? Et dans cet espace où tout est ouvert, où tu es beaucoup plus sensible, tous tes sens ils sont exacerbés, tout est décuplé en termes d'intensité de ressenti.
Donc ta sensibilité, elle est ouverte et ta sensitivité, elle est aussi ouverte. Le sens de tes sens. Et dans cet espace-là, comme c'est un état de transe comme la transe hypnotique, chaque induction, elle va être amplifiée. C'est aussi pour ça que c'est très important de faire attention dans le cadre dans lequel tu es. Comme quand quelqu'un est dans un autre état de conscience, que ce soit avec de l'alcool, avec de la drogue, peu importe. Voilà, attention à ce qu'on induit. Là, j'ai essayé de résumer un petit peu pour les gens qui n'étaient pas du tout familiers avec un breathwork. Et dans le premier que j'ai partagé, globalement, j'hyperventile, je commence à ressentir beaucoup de choses dans mon corps. Je pars en... Comment on appelle ça ? Tétanie ? En tétanie, merci. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on recherche, mais quelque chose qui arrive souvent sur les types de respi holotropiques. Et en fait, en holotropique, on hyperventile, donc on prend beaucoup d'oxygène et on force sur la respiration. C'est pas une méthode que j'affectionne particulièrement avec du recul. Justement, moi, je suis allé me former en CCB. Donc on pourrait dire que l'holotropique, c'est vraiment quelque chose de très yang, très masculin, on y va, très... On force et on casse un peu on force le système, en fait. Alors qu'en CCB, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus féminin, et ça permet d'aller plus en profondeur par la douceur. Donc ça ressemble beaucoup plus à... Et ça change tout, du coup, à quel point on pète les barrières du mental, ou alors on y va doucement, progressivement. Et donc dans cette respi-là où j'avais hyperventilé, les échanges gazeux ont fait que je suis parti en tétanie, ce qui arrive quasiment dans beaucoup de séances d'holotropie. Donc c'est assez intéressant déjà de noter que le corps il réagit d'une manière très spécifique et tu t'es jamais retrouvé... moi j'étais comme ça, mais à côté t'en as qui étaient comme ça, à côté comme ça, à côté comme... Chaque personne réagit différemment. Certains thérapeutes voient des liens émotionnels, symboliques. Flemme de rentrer là-dedans, mais dans l'idée, ça dépend de tellement de facteurs qu'à mon sens, émettre un diagnostic sur ce qui se passe, c'est pas possible. Chacun est tellement dans son propre voyage perso qu'il n'y a même pas besoin. En fait, il faut juste laisser les gens dans leur voyage et les accompagner au mieux dans leur propre voyage. C'est eux qui sont les pilotes du véhicule, et ceux qui accompagnent, c'est juste pour moi les copilotes. Et peut-être les GPS. Et après les premières sensations physiques, moi j'ai commencé à avoir pas mal de réflexions très nouvelles qui ont pop dans ma tête. Donc aussi comme des nouveaux schémas de neurones, tu vois, qui connectent. Et tiens, mais j'ai jamais réfléchi à ça. Et j'ai jamais réfléchi à ça de cette manière-là. Oh waouh. Donc t'as aussi ces perceptions-là pendant qu'il se passe des trucs dans ton corps, pendant que t'es en train de respirer. Et si on dézoome aussi de tout ça, c'est juste aussi un moment où t'es allongé sur un tapis à rien faire d'autre que respirer. Et peut-être d'écouter de la musique ou d'entendre des gens avec des instruments autour de toi, mais il se passe rien. T'es pas sur ton téléphone, t'es pas en train de te dire « Attends, mais demain, est-ce que le mail il va partir à telle heure ? Il faut que j'aille à l'école ?» Donc ça change tout aussi. C'est vraiment un moment que tu t'alloues pour toi. Et bref, pour résumer et faire simple... sur cette vidéo, il me semble que à la fin, Chloé, elle nous induit une question vis-à-vis de notre enfance. Et là, j'ai vraiment vu, je me suis vu à la troisième personne. Donc il y avait le petit moi, et puis il y avait le moi de maintenant qui voyait le petit moi interagir, mais comme pas de la première personne, comme quand j'étais un petit moi, mais de la troisième, tu vois. Et c'était fascinant parce que j'ai revécu plein de scènes de mon enfance, mais un peu en POV troisième personne. Et ça m'était jamais arrivé, tu vois. En méditation, en visualisation, quoi, non. Et en plus de juste le voir, je ressentais, tu vois. J'ai revécu des moments, je ressentais des odeurs, j'ai réentendu la voix de ma mère et tout. J'étais là en mode, waouh, c'est fort, c'est fort ce qui se passe ici. Donc... voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à checker la vidéo complète. Moi, je pourrais rentrer deep dedans, mais voilà, chaque voyage est tellement unique et personnel que c'est pas le mien qu'importe, tu vois. C'est juste comprendre qu'on ouvre une porte vers soi-même, poser le cerveau, comme dit Ramdas, quiet the mind, open the heart, et justement aller à l'intérieur, aller dans le cœur de « Ok, qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus aucun rôle à jouer. J'ai plus
besoin de survivre, entre guillemets, dans le sens j'ai plus besoin là de me lever, de penser à manger, de penser à boire, et puis après il faut que j'aille au taf, et il faut que je gagne de l'argent, et puis comment je vais faire pour... Il n'y a plus rien. Viens, assieds-toi, respire, c'est tout. Et juste poser le cerveau à côté, et se mettre dans le corps, se mettre dans le cœur, et là peut-être laisser la magie de la vie opérer, en fait. Et c'est juste avoir des... Enfin, pour moi, c'est faire du vrai travail sur soi, tu vois, c'est aller, encore une fois, à la rencontre de ce qui est, dans un espace qui est fait pour. Et c'est tellement beau, c'est tellement puissant, ça demande aussi du courage, mais il y a tellement de libérations qui se font sur un plan somato-émotionnel, de ce qu'on somatise dans le corps, ce que le corps garde. Et des fois, c'est très léger, mais ça suffit pour ouvrir des portes qui vont changer des vies. C'est que mon père, je l'ai amené par exemple sur 2 sessions avec moi, et juste le fait d'expérimenter ce que la respi ça pouvait faire, il m'a dit ok, ça c'était une des meilleures expériences de ma vie, et je sais que depuis qu'il a vécu ça, bah, y a beaucoup de choses qui ont changé dans son approche, même dans son ressenti dans les arts martiaux, dans plein de choses qu'avant il voyait pas de cette manière. Et pour moi c'est ça en fait le but de ces pratiques, c'est juste d'apprendre à se connaître plus à travers un moment que tu t'alloues pour toi. En gros, faites du breathwork, c'est très bien. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont curieux justement de ce genre d'expérience, mais qui ont peur de cet inconnu-là, de cette transe-là? Je pense qu'il faut juste dézoomer un peu et se demander si tu as envie de vivre depuis un espace de peur ou depuis un espace où justement tu as envie d'essayer des choses, tu as envie d'être curieux, tu as envie d'apprendre à plus te connaître. Et on focus plus sur quels sont les bénéfices de ce que ça peut m'apporter et c'est quoi le ratio risque-bénéfice, tu vois. En principe, sauf grosse contre-indication d'épileptique, de bipolaire, de femme enceinte 8e mois, tout va bien, tu respires. C'est pour ça justement que je me suis formé sur tout ça. Et initialement, j'ai même beaucoup pensé à un moment aller dans un pays qui dépénalisait les antéogènes pour justement me faire certifier et pouvoir accompagner dans ces espaces et pouvoir proposer des choses un peu plus larges et plus profondes. Et comme en France pour l'instant c'est pas le cas, je suis vite parti dans ok, bon bah si on peut pas faire ça comme Stanislas Grof, on va le faire à travers la respi. Et pour la petite anecdote, initialement, entre les années 1950 et 1980, c'est là où il a commencé à avoir la guerre contre les psychédéliques aux States, parce que Nixon, le président des États-Unis, il n'était pas trop content que plus personne voulait aller à la guerre du Vietnam et se battre, parce que tout le monde consommait du LSD, des champignons, de la MDMA, et du coup tout le monde était en mode peace and love, c'est les fameux hippies qu'on connaît. Et à partir de là, tout a été interdit et tout a été mis dans la même case, que ce soit tout ce qui pouvait avoir des bienfaits thérapeutiques qu'on redécouvre justement maintenant. Et c'est justement un peu le même chemin que Stanislas Grof, parce que lui, initialement, il voulait justement développer plein de thérapies avec les psychédéliques. Exactement. Et comme ça s'est fait cancel du jour au lendemain, il était en mode chiant. Bon, comment on fait? On va le faire avec la respi. Et de là, il a développé la méthode de respiration holotropique. Donc ça montre que cette respiration, ces travaux de respiration, ils peuvent même permettre de mimiquer des expériences psychédéliques qu'on sait être extrêmement puissantes pour la psyché, pour l'âme, pour l'homme. Si je regarde cette vidéo en étant curieux et intéressé par tout ce que tu nous dis, mais que j'ai du mal à m'imaginer comment je peux implémenter ces pratiques dans ma vie courante, qu'est-ce que tu me conseillerais pour commencer, pour engager ce cheminement? Si c'est pour la méditation, juste commencer déjà ne serait-ce que par essayer de le faire seul, tu vois. Alors, ce qui se passe quand je prends 5 minutes, je mets un timer sur l'iPhone et je prends 5 minutes, je me mets dans une posture où je me sens bien. Pas besoin de tenir une posture de César ou de samouraï, juste ok, qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, viens, je ferme les yeux et viens. J'essaie juste d'être là, en présence avec ce qui est. Ok, tu fais ça 5 minutes, tu vois ce qui se passe. Ok, tu peux noter tes sensations et tout. Puis peut-être après passer à l'étape d'après, voir un peu sur YouTube. Ok, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un guide? Quel type de voix j'aime? Quel type de voix résonne? Quel type de guidance
me permet d'aller plus profondément à l'intérieur de moi, et à l'inverse, quel type de guidance marche pas du tout. Et explorer, il faut apprendre à se connaître. Et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé soit quelqu'un, soit une forme, un format qui nous parle et qui nous plaît, juste approfondir ça, aller un peu plus en profondeur là-dedans. Et forcément, moi je suis trop biaisé, parce que là j'ai envie de dire, en France, je connais peu de gens autres que Steve qui maîtrisent si bien cet art que il y a un conflit d'intérêts, parce que c'est mon frérot qui a un dojo en ligne où on respire toutes les semaines et on médite toutes les semaines. Du coup, je dirais, essayer par soi-même, peut-être se balader sur Internet et voir ce qui résonne le plus avec nous. Et puis, troisième étape, une fois qu'on a commencé un peu à expérimenter, peut-être juste voir, est-ce qu'autour de chez moi, il y a, peu importe ce qui nous appelle, est-ce que c'est un centre bouddhiste dans lequel je peux aller toquer à la porte et voir, ok, vous pouvez m'apprendre à méditer. Est-ce que c'est des cours à la MJC d'à côté? Est-ce que c'est un mec qui s'y connaît qui peut nous faire un cours à un moment? Ou est-ce que c'est, par exemple, comme ce que le frère Steve propose, un truc en ligne? Si c'est en ligne, avec quel type de personne? À qui est-ce que tu fais confiance? Avec qui est-ce que tu te sens en sécurité? Voilà. Mes petites pubs au passage. Le frère Steve, c'est vraiment le meilleur en France. On le reçoit juste après toi. C'est parfait, voilà. Donc, on aura le temps d'en parler. N'hésitez pas. Toi, c'est quoi les pratiques que tu as ancrées un petit peu dans ta journée? En général, qu'est-ce que tu aimes faire? Ce sera jamais dans la journée, parce que mes journées, elles sont très... Justement, là, je reviens sur un rythme où j'enchaîne beaucoup de choses, mais il y a moins de rush comme il y avait avant, et il y a moins de discipline comme il y avait avant. Je suis beaucoup plus à l'écoute du corps, tu vois. Alors, bizarrement, j'étais beaucoup plus... Ça, c'est très intéressant. Plus je faisais des bains froids, du breathwork, on va dire, plus j'avais une routine cadrée de trucs qui, sur le papier, sont du super biohacking mental, résilient, spirituel, ce que tu veux, de la méditation, des pranayama, du yoga, d'autres pratiques énergétiques et tout, du qigong, du kung fu. Plus ça allait pas, en fait, parce que j'étais trop cadré, routinier sur un truc que... Attends, il y a un moment où je le sens, il y a un moment où là, j'ai envie de me poser, de m'asseoir, et ça se fait naturellement. Et c'est pas, ok, tous les matins, à 5h, je vais faire là de manière magnifique. Peut-être que demain, je vais me lever et que le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de prendre une énorme douche froide pour me réveiller et être chaud. Peut-être que pas du tout. Et c'est tellement important, à mon sens, de revenir à cette connaissance de soi, de quoi j'ai besoin là tout de suite. Et comme dit, il y a des cycles aussi. Il faut comprendre que tout est cyclique autour de nous. Tu vois, regarde juste la nature, on a 4 saisons, tu vois, ici. C'est très bien. Et on a des saisons où ça pousse, on a des saisons où ça tombe. On a des saisons où c'est chaud, des saisons où c'est froid. Et d'apprendre et de capter qu'on est un ensemble, un écosystème tellement complexe qu'il faut juste se respecter. Et pas forcer un truc qui a pas forcément envie de, tu vois. Donc je sais qu'à un moment, j'étais en mode bain froid tous les jours. En vrai, je l'ai un peu payé, tu vois. Genre, activer le système comme ça tous les jours le matin. Au bout d'un moment, j'ai senti que là, le froid, il me fait pas du bien, tu vois. Et puis à l'inverse, des fois, ça fait trop du bien. Là. Tu vois, juste avant le podcast, je rentrais de mes 4 heures de paddle, là, petite touche froide, elle fait du bien. Donc juste apprendre à s'écouter sur ça, mais je dirais, en fait, il y a tellement de pratiques qui sont possibles et imaginables que par rapport aux gens qui nous écoutent, le plus important, c'est vraiment de se recentrer et de se dire, ok, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est aussi simple que ça. Et on peut vite tomber dans une sorte d'addiction à un pseudo-biohacking, self-développement. Et à mon sens, il n'y a pas besoin de ça. Mais par exemple, si tu invites quelqu'un... ici très entrepreneurs, souvent les businessmen très disciplinés, eux, ils ont besoin d'avoir une routine, un truc, je dois faire ça. Il y aura un autre aspect sur ça. Moi, je te parle vraiment sur un... C'est comme le sport, tu vois, t'as le sport performance, le sport santé. Moi, je te parle sur un aspect santé, mais d'âme, tu vois, de corps entier. Genre, comment est-ce qu'on fait pour tenir dans le temps? Ça peut être bien un moment de se discipliner avec des challenges bêtes et méchants, mais il faut vraiment, à mon sens, apprendre à s'écouter là. Et donc, perso, quand je m'écoute, j'ai un éventail de trucs que j'adore faire. C'est que des trucs qui peuvent avoir des effets bénéfiques
bénéfique pour la santé, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Tu vois, le froid, c'est un très bon exemple. Il y a des moments où le froid peut te faire vraiment mal, et il y a des moments... tu vois, si on prend la physiologie chez une femme, il y a des moments spécifiques dans les règles où il ne faut absolument pas qu'une femme elle aille dans le froid. Tu vois. C'est dangereux, genre c'est contre-productif. Pareil, quand t'es, je sais pas, un moment en retraite, j'ai eu ça, j'avais pris froid, entre guillemets, parce qu'on ne prend pas froid, mais on chope un virus, et le froid baisse l'immunité, mais j'étais un peu malade et on m'avait fait du gua sha dans le dos, donc j'avais le dos tout rouge, et là typiquement en médecine chinoise t'actives tout un système où tu viens travailler avec le chaud. Aller dans le froid à ce moment là c'est totalement con, alors que j'avais envie, puis il fallait que je montre aussi à mes retraités, j'appelle ça, les gars, voilà comment faut faire, mais là faut pas, tu vois. Donc dans toutes les pratiques, je m'écarte souvent. La question initiale, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais que je pioche et je pique en fonction de ce dont mon corps a besoin. Et ça peut aller des thérapies déjà par le chaud et le froid. Donc autant du très chaud, du sauna, du hammam, du bain froid, qui les deux, ou douche froide, peu importe, mais du froid, qui les deux bossent très bien ensemble. Je suis en train de me former sur ça d'ailleurs. Que sur un aspect plus facilement... facile à mettre en place, simplement de la méditation, des travails de respiration différentes. Et les deux, on peut aller tellement plus loin, on peut faire tellement de sous-catégories. Tu vois, dans la méditation, tu peux avoir juste de l'assise en silence. Et moi, j'appelle ça du downloading, tu vois, de la capture de download. Où je suis là, je le fais souvent face au feu, je coupe tout, j'ai juste le bruit d'un élément, que ce soit la mer quand j'ai de l'eau, ou à la maison, tu vois, juste j'allume le feu et je me mets juste là, 15-20 minutes, ça suffit. Et tu sors de là, t'as tellement... Moi je sors, j'ai tellement d'idées, je note plein de trucs, et tu te rappelles des trucs que t'as oublié de faire, ah oui, c'est vrai que... Et tu sors avec une to-do list énorme, alors que tu t'es juste assis 15 minutes en silence, et même ça fait du bien. Donc tu vois, ne serait-ce que dans la méditation, t'as cette sous-catégorie-là, autant que tu peux avoir de la méditation guidée, autant que tu peux avoir de la méditation avec hop là, un petit pont de respiration, avec un tout petit peu de focus respiration, par exemple. Tu vas faire une petite respiration carré ou triangle, ou une petite cohérence cardiaque en même temps. Donc il y a plein de sous-catégories à la méditation, il y a plein de sous-catégories à la respiration. Ça peut être, t'as 5 minutes dans la journée, ok, ferme les yeux, prends juste conscience de ce qui se passe, de là où est-ce que tu respires. Déjà, est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche? Première chose. Ensuite, où est-ce que tu respires? Elle est où ta respi? Est-ce qu'elle est dans le ventre? Est-ce qu'elle est dans le bas ventre, genre limite pubis? Est-ce qu'elle est plus dans le plexus solaire? Est-ce qu'elle est dans la poitrine? Comment elle est? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle a une amplitude? Est-ce que pas du tout? Déjà, juste cette conscience-là. Et ça, c'est un truc que j'avais pas il y a quelques mois, enfin ça s'est vraiment affiné sur ces derniers mois. Genre je sais, quand je vais être malade, je le capte tout de suite, en fonction de à quel point mes poumons ils peuvent prendre de l'oxygène. Et c'est bizarre, c'est un réglage interne, tu vois. Mais à chaque fois que je sentais quelque chose arriver, je l'avais pré-shot quelques heures avant, parce que j'étais en mode attends. Oula. Bref, on revient au sujet de base. Tu vois, ça peut être une pratique de respiration comme ça, autant que ça peut être un moment d'activation type Wim Hof, autant que ça peut être un petit moment de CCB, ça peut être un petit moment de holotropique. Donc il y a plein de sous-catégories. Mais donc si on revient chaud-froid, méditation, breathwork, ensuite mouvement, beaucoup. Et pareil, mouvement, il y a combien de sous-catégories de mouvement, tu vois? Tout est possible, que ce soit de danser, que ce soit de bouger, que ce soit d'aller faire du paddle, que ce soit d'aller faire des arts martiaux. Peu importe, n'importe quel sport, n'importe quelle chose qui te met en mouvement, tu vas voir qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait vibrer. Mais revenir au corps. Donc voilà, pour résumer par rapport à ta question de ce que je mets en place, tu vois, il y a tout un éventail de pratiques. Et après, il y a plein de choses aussi un peu biohacking que j'aime bien mettre en place. Type lumière rouge, ça, tu vois, c'est devenu une habitude tous les jours. Mais ouais, je dirais que là, déjà on fait le tour. Ouais, j'aime bien cette voie du milieu entre la discipline rigide, entre guillemets, et une certaine souplesse d'esprit, de ressentir. On en revient à la présence que tu disais au début. De l'art.
si je dirais. De l'art. Faut qu'il y ait de l'art quelque part là-dedans aussi, tu vois, que j'ai oublié. Peu importe, voilà, ouais. quelle est ton expression de l'art. Ouais. Est-ce que tu peins, est-ce que tu chantes, est-ce que tu danses, est-ce que tu fais des vidéos, mais il faut qu'il y ait une expression de toi quelque part. C'est Steph qui disait que l'art, c'est un vecteur d'élévation de l'espèce humaine, et je suis tellement d'accord. Ouais. Et j'avais cette phrase que j'aimais bien qui disait « You need 3 hobbies », t'as besoin de 3 hobbies, un qui te fait avoir de l'argent, un qui te rend créatif et un qui te maintient in shape. Okay. Et c'est vrai que si tu juste, c'est très bête, Trinité, ça marche souvent par 3. Ouais. Si juste t'appliques ça que dans ta journée, t'as un moment où tu fais de l'oseille, t'as un moment où t'es créatif et t'as un moment où tu prends soin du temple, du corps, bah tout roule, tu vois. De ouf. Trop bien. Dans ta dernière vidéo, tu parles d'ailleurs d'un moment d'éveil où tu te sens comme foudroyé par quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en toi ? Ça, c'est typiquement le genre de truc, quand tu l'as pas vécu, tu peux te dire « Oh là là, mais de quoi il parle, le frère ?» Mais dans cette vidéo, ouais, je parle d'un moment qui a bouleversé ma life. Il y a un moment où j'étais au fond du trou et j'étais là en mode « Ok, là, ma life, c'est fucké, genre là, ça va pas du tout. » Et je me sens trop mal et il y a une lourdeur, il y a des trucs que je réussis pas à comprendre et à capter. Et même si j'ai pas envie de les comprendre, c'est là et c'est lourd. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et au moment où j'étais au plus bas, il y a eu une prise... Ouais, je peux dire ça. Il y a eu une sorte de prise de conscience interne de quelque chose de tellement plus profond, tellement plus puissant, tellement plus lumineux, tellement plus grand... Et une connexion à ça, tu sais, c'est vraiment le tableau de Michel-Ange, je l'ai derrière, là, mais un peu de la création de... Les doigts, ils étaient pas loin, et ça a fait un petit... Juste de... Oh, waouh. Et comme vraiment une forme de connexion, peut-être que Eckhart Tolle, il parle d'unité, tu vois, avec cet amour, cette unité de l'humanité, tu vois. Et il n'y avait plus de barrière entre moi et le sol sur lequel j'étais. Il n'y avait plus de barrière entre moi et quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il y avait vraiment juste en mode « Waouh, je ressens trop de choses. » Tu peux ramener des mots, mais c'est tellement loin de l'expérience que tu vis. Toujours, oui. Mais c'est le premier idéogramme du Tao Te Ching. C'est un des plus vieux textes, tu me l'as rappelé, qui est écrit en dessin, en idéogramme, ils appellent ça. Et le premier, ça commence par ça, c'est un trait qui descend vers le bas, une parenthèse qui veut dire une bouche, et un autre trait qui est dévié. C'est toute vérité divine, on pourrait dire, exprimée forcément et déviée dans sa nature. Tellement. Et on en revient au silence, ouais. Ah ouais, tellement. Il y a tellement de choses qui peuvent se communiquer. Ouais. Il y a tellement d'informations dans un silence. Ouais. Mais voilà, si je le ramène avec des mots très terre à terre, le concept, c'est ce qu'ils appellent l'éveil spirituel. Et j'aime pas ce terme. Ouais. Et pourtant, y a que ça pour décrire ça. Ouais. C'est en gros un moment où juste tu ressens une forme de transcendance, il y a quelque chose de plus grand qui passe par toi à un moment. Et ça ressemblait, entre guillemets, à ce que j'ai pu ressentir dans des moments justement de conscience élargie. Tu vois, c'est ça en fait. C'est... Ce qui se rapproche le plus de ça, c'est ce que j'ai ressenti à des moments bien précis, avec des chamans à l'autre bout du monde, avec par exemple des plantes médecines, ou dans des états méga deep de breathwork. Et là, ça m'a... Ouais, le meilleur terme que je peux dire, ça m'a foudroyé et ça a changé. Voilà, c'est plus ça, tu vois, on en revient à ce que je te disais. J'enlève cette expérience et qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que ça m'a appris. Ça a changé vraiment toute ma perception du monde. Ça a changé toute ma sensibilité. Ce que je disais à ton frère, là, je suis allé voir Avatar au ciné. J'ai jamais pleuré, enfin, je pleurais pas jusqu'à mes 26 ans. Dès que ça m'est arrivé, tout ça, j'ai pleuré plus en 3 mois qu'en 26 ans. J'en ai 27. Et ça a ouvert une forme de porte de sensibilité que je peux aussi refermer, mais qui est tellement belle que je découvre. Et genre là, si vraiment je me concentre, même sur cette fausse ornement végétal, mais il y a une partie de moi qui, vraiment, si je me focus sur ce truc et que je me branche à ce truc, je peux en venir à avoir de la beauté dans des détails que j'aurais jamais regardé et imaginé avant, tu vois. Peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est pas très vivant, mais je sais pas.
Si on prend cet artefact là, qui vient du Mexique, qui vient de la tribu des Huichol, qui est très représentatif de ce qu'ils font, de leur art, et qui est extrêmement symbolique, parce qu'en gros, là, tu as un peyote, là, tu as, je crois que c'est leur représentation de l'esprit qu'ils voient pendant les voyages, c'est un cerf bleu. Et donc, voilà, tu as souvent ce type. Témoin du voyage, c'est ça, en gros plutôt, on va dire, l'esprit, l'entité de la mescaline. Ok, de la substance. Enfin, plutôt du San Pedro, du peyote. Okay. Je suis pas expert de comment eux ils perçoivent ça, mais en tout cas, il y a toujours une forme de représentation d'un animal bleu, et souvent c'est un cerf. Okay. Donc bref, tu vois, ça c'est le genre de truc. Il y a 3 ans, je m'en serais battu les couilles, mais genre vraiment. Ouais. Et maintenant, autre que les détails que je vais voir, et je vais même ressentir, tu vois. Peut-être, j'en sais rien, peut-être que c'est une imagination de peut-être que c'est une projection, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis beaucoup plus sensible à tout, tu vois. Et en vrai, je me rends compte que voilà, ça a changé beaucoup de choses dans ma perception de l'art. Okay. Comme je te disais, ne serait-ce que juste d'aller voir un film au ciné où avant ça m'aurait rien fait. Avatar, la première minute, en plus ça parle de deuil, j'étais en plein deuil avec le papy et tout. Direct, j'ai les larmes aux yeux, et tu sais, même ça me surprend, parce qu'il y a la version de moi de maintenant qui me dit, enfin d'avant, qui me dit attends, là t'es en train d'avoir les larmes aux yeux, bâtard, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était la version de moi maintenant en mode nique ta mère. Laisse-moi justement découvrir cette sensibilité que j'ai jamais su que j'avais, tu vois. Donc ce que je retire de ça plutôt, c'est que ça m'a vraiment connecté à une sensibilité qui m'a permis de comprendre des choses que j'aurais jamais cru comprendre. Ne serait-ce que, tu vois, les enseignements de Jésus en mode pas religieux, pas institutionnel, juste venez, on prend la personne humaine et venez, on étudie juste ce qu'il a dit et pourquoi et comment et dans quel contexte. À ce moment-là, j'étais en mode waouh, je capte tout, entre guillemets, ces notions-là d'amour et de putain, donner sa vie pour le monde, de putain, d'aimer son prochain et de. Waouh! Et c'est bête, je les ai toujours su, mais là, je les captais différemment. Donc ça te donne un autre regard sur des choses que tu sais ou que tu penses savoir. Et voilà, pour résumer, toute la sensibilité, elle est décuplée. Et je dirais que quand tu réussis à ouvrir ces portes de sensibilité, les connexions que tu fais, les relations que tu entretiens, elles sont tellement plus deep, instantes. Parce que tu sens quand il y a un truc qui va ou qui va pas, un truc qui est dissonant ou pas. Ok, mon papy, il parlait de chi, par exemple. Tu vois. Il disait quand le chi il est aligné chez quelqu'un, il circule, tu le vois tout de suite. Il me disait, tu le regardes dans l'œil, tu le vois. Ça, c'était ce que papy, grand maître de Kung Fu, il disait. Tu vois. Donc une autre culture, un autre bagage, une autre lecture, mais est-ce qu'on parle pas de la même chose in fine, tu vois. Bref, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu depuis que ça s'est ouvert, tu vois, une forme de lecture de moi-même et de tout ce qui se passe autour de moi plus profonde. De présence. Ouais, juste de présence, plus de présence en gros. C'est juste être sensible à ce qui est autour de nous. Tellement. Et ça, à mon sens, c'est un super pouvoir qu'on peut tous développer, qui nous permettra tous de créer des relations plus profondes, plus meaningful, avec plus de sens. Et au final, est-ce que c'est pas ça ce qu'on doit faire ici, tu vois. On est là que pour un petit temps, donc si on pouvait prendre un peu plus de temps, plus de présence avec soi, déjà, prendre plus soin de nous-mêmes, ensuite prendre plus soin des gens qu'on aime, en plus prendre soin de ceux qu'on aime, c'est eux, tu vois, dans le sens, je sais pas, j'ai envie d'ouvrir de plus en plus d'espace, par exemple, comment je fais pour faire de mon mieux dans ce que je présente au monde. Et si juste tu mets cette sensibilité-là dans tout ce que tu fais, d'une certaine manière, tout ce que tu fais, c'est de l'art. De la manière dont tu parles, à la manière dont tu t'habilles, à la manière dont tu traites les autres, c'est de l'art. Tellement. Donc voilà un peu ce que je retire de cette phase d'éveil. Je voulais te demander, entre tout ce qu'on voit de toi, depuis un certain temps maintenant en public, tu as une certaine visibilité plutôt importante, c'est jeune, tu as sorti un livre qui a fait best-seller, tu as monté tout un tas de projets, tout un tas de choses qu'on peut voir comme des réussites de l'extérieur, comme des succès. Et je serais très intéressé de savoir, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un
qui projette son bonheur sur ce genre d'accomplissement, il a raison selon toi ou... Est-ce qu'on voit... Non, je pense pas qu'on le voit à la caméra, là, le petit happiness is the highest level of success, juste là. Merci Tanguy. Franchement, je pense que ça répond parfaitement à ta question. Et en vrai, on peut aussi leur mettre un petit screen là de cartographie de la conscience, de l'échelle, qui est un livre super intéressant que je te recommande de lire. Tu vas vraiment kiffer et que je vous recommande aussi de checker. Donc sur mon tableau, c'est marqué happiness, donc le bonheur. Et la forme la plus élevée du succès. Et au final, c'est pour ça qu'il est là, j'ai raisonné avec ça pendant des années, en mode, en fait, on s'en fout du succès, en mode atteindre un objectif spécifique. Si t'es pas heureux dans le process, c'est de la merde. Et je suis toujours d'accord avec ça, mais c'est juste que quand on rajoute l'échelle de cartographie de la conscience dessus, je le fais en méga simple, mais en gros, c'est professeur David Hawkins, c'est un mec qui a passé toute sa vie à développer cette échelle-là, basée sur des centaines de milliers de tests de kinésiologie. Et en gros, il a fait une échelle des différentes émotions liées aux états de conscience dans lesquels on est quand on est dans ces émotions-là. Donc en dézoomé, tu peux pas être en colère et me dire que... et être en paix, en fait. Enfin, ça, c'est opposé, en fait. Et en gros, quand t'es, par exemple, dans la honte, c'est l'échelle la plus basse, c'est l'émotion la plus basse qui te fait vibrer, on va dire énergétiquement, au niveau le plus bas possible. En dessous, je crois que dans son échelle, il n'y a rien, c'est la mort. Tu vois. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui se tuent, avant de se tuer, c'est ce qu'ils ressentent, de la honte. J'ai même honte de vivre, d'être là, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. Donc, je vais me tuer. Souvent, c'est très corrélé, en fait. Plus tu vas vers le bas, plus tu vas vers, entre guillemets, la mort, plus tu vas vers l'eau, plus tu vas vers ce qu'on appelle l'éveil. Et tout ça pour dire... donc, chaque émotion, elle a un numéro de 0 à 1000 sur une échelle qui est logarithmique. Donc, c'est pas... 200, c'est pas 2 fois 100. Elle est comme ça, la courbe. C'est logarithmique, donc c'est vraiment exponentiel. Merci pour le terme. Et happiness, donc le bonheur, peut-être plus la joie. Je sais pas s'il l'a mis, lui, sur son échelle en mode le bonheur, mais je sais que, en fait, ce qu'il y a tout en haut de l'échelle, c'est pas happiness, avant l'état d'éveil. Donc tout en haut, c'est éveil, de 600 à 1000. Mais devine quelle est la dernière émotion juste avant l'état d'éveil. La paix. Parfait. C'est ça? Tu l'as eu. Et en fait, maintenant, je remplacerai ce happiness par peace. Tu vois. Maintenant, c'est vraiment plus ça que je aime. Parce que d'une certaine manière, quand tu es dans la paix, tu es heureux aussi. Tu peux pas être en fait, voilà, ça. Tu peux pas être dans la paix et pas avoir ce qu'il y a au-dessous en même temps. Tu vois. Parce que c'est une échelle qui se grimpe. Donc, tu peux être certain que si tu es dans la paix, c'est que d'une certaine manière, tu as une forme de légèreté, une forme de paix, une forme de joie, une forme d'amour. Et voilà, si on reprend l'échelle... On vous mettra. Voilà, c'est ça. Tu vois les états d'illumination. Amour, joie, paix, illumination. Juste en dessous, c'est ça, c'est la joie. Donc, peut-être que bonheur, on peut le mettre sur la joie, tu vois. Et au final, de capter que la paix, c'était supérieur... Pas juste à travers cette échelle, mais dans ce que j'ai aussi expérimenté et ressenti. J'ai vu que les moments où, justement, je me suis senti le plus en mode « what the fuck ?» genre, c'est incroyable ce qui est en train de se passer là. C'était des moments où j'étais assis comme le moine derrière toi, là, et j'étais en full stillness, full immobilité, les yeux fermés, souvent post-cérémonie, post-breathwork, post-plante médecine, des fois rien, et juste... Juste pas de cerveau, que du cœur, que du... Putain, la chance qu'on a d'être là, putain. Mais même pas de reconnaissance, parce que c'est encore... Quand t'es en mode grateful de ce qui se passe, t'es reconnaissant. Quand t'es en paix, tout ça, ça n'existe même plus. T'es juste là et t'es bien d'être là. Tu vois. Et ça, à mon sens, c'est vraiment la métrique du succès que n'importe qui devrait chercher. Après, forcément... il faut de l'oseille pour vivre dans ce monde, il faut manger bien, il faut prendre soin de soi, des gens qu'on aime et tout, donc ça passe par, d'une certaine manière, faire de l'oseille, être capable de mettre les darons à l'abri. Voilà, mais idylliquement, on pourrait tendre vers une vie qui nous apporte de la paix et trouver le moyen justement d'aligner. Je pense qu'on est là dans cette expérience et cette incarnation humaine pour ça, pour trouver le moyen de faire réellement ce qu'on a envie de faire, ce que notre âme nous appelle à faire, de manière éthique,
tout en faisant de l'oseille parce que c'est important et c'est un pilier qu'il faut aligner. Ouais. Mais si possible, viser cette paix ou l'étage du dessous, cette joie, ou l'étage du dessous, l'amour, ou l'étage du dessous, peu importe, mais viser ces émotions-là comme métrique de succès. Ouais. Plutôt que 1 million de CA. Ouais, carrément. Carrément. C'est quoi, toi, ta métrique de succès? Pareil, franchement, la paix, mec, ça me touche de fou. Ça me touche de fou. Plus que le bonheur, Plus que le bonheur. Toi, elle a pris source dans quoi, cette paix-là? Je l'ai beaucoup ressenti par vagues à plein de moments différents. Et là, je me rappelle, j'ai un moment très spécifique avec toi qui ressort souvent quand... C'est bizarre, c'était un accomplissement de paix. Okay. C'était un moment... C'était trop bizarre, je pense que tu vas t'en souvenir. On sortait de... Est-ce que c'était Sidecar ? C'était une vidéo, on sortait d'un tournage, je crois que c'était soit Sidecar, soit course de moto sans frein. Et on était dans la voiture comme ça. Et j'étais fatigué, physiquement j'étais mort, un peu comme maintenant, tu sais. Genre physiquement j'étais lourd, mais mentalement, énergétiquement, j'étais tellement en paix. Et j'étais là en mode, là, je suis genre, je peux pas, ma vie elle peut pas être mieux maintenant, je peux pas être dans un meilleur contexte que maintenant. Okay. Et c'était pour des raisons spé, tu vois, je viens de faire un truc que je kiffe, c'est mon travail, c'est aligné, je suis avec des gars que je kiffe, on bosse ensemble, tout le monde gagne de l'oseille dans cette voiture, on fait ce qu'on aime, on vient de rencontrer des gens cool, on vient de faire une activité cool. Pendant ce temps-là, il y a d'autres gars qui sont en train de monter la vidéo qui arrive, c'est tout était rangé, il y a rien qui est pas aligné. Et je me rappelle, je dézoome comme ça. Et là, je regardais, c'était mon meilleur pote qui conduisait. J'étais en mode là je suis en paix, là. Et tu vois, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de plante médecine, il n'y avait pas de breastwork, il n'y avait pas de... Donc cet état, il peut arriver à n'importe quel moment quand ta vie, elle s'aligne. Et il y a des gens, tu vois, je pense à Jigme, par exemple, qui m'a beaucoup appris, lui, c'est justement cette spiritualité incarnée, tu vois. Il est là, il boxe son sac de frappe 3 fois par semaine, il plante ses courgettes et ses tomates tous les jours. Mais c'est un exemple de mec qui vit dans la paix. Et il crie pas sur tous les toits et tout, mais il est trop bien. Et tu le vois, t'es là en mode, ah ouais, comment on fait pour être comme toi? Juste, frérot, tu lâches toute la branlette mentale et tu fais ce que t'aimes. Et moi, j'ai envie d'avoir les mains dans la terre et de connecter avec mon potager et de construire ma maison. Et ça me met en paix. Donc les mecs qui sont en paix, la vraie, tu le sens, ils vibrent quelque chose de tellement différent. Donc ouais, elle prend source cette paix, c'était ta question initiale. Je l'ai ressentie par plein de vagues, à plein de moments. Et beaucoup dans le sport, perso, j'ai beaucoup senti des états de flow. À des moments bien spécifiques, dans plein de pratiques sportives. Tu sais, ce moment où tu perds la notion du temps et tu te prends au jeu. Et comme le concept de la chaîne, c'est aussi d'apprendre et d'expérimenter dans plein de domaines différents. Mais je l'ai expérimenté vraiment dans plein de trucs, des fois trop différents. Je me rappelle la première fois que j'ai vraiment médité, c'était pendant la vidéo freediving, tu vois. Genre je descends à 20 mètres, bouf. Et là, si tu contractes un muscle, ça te prend de l'air. Donc tu dois tout relâcher. Et puis tes poumons ils sont tout petits, du coup ça fait mal, du coup il faut encore plus relâcher. Du coup c'est trop paradoxal. Je me rappelle, j'étais là sous 20 mètres, et vraiment je relâche tout. Je ferme les yeux. Et là je rouvre les yeux. Et je capte que je suis à 20 mètres sous l'eau, et qu'à 20 mètres sous l'eau, même au-dessus, tu vois plus. Donc tout est bleu. Et t'es en mode... Je me suis jamais senti aussi relâché, aussi détendu paradoxalement, tu vois. Donc j'ai eu des bribes de ces sensations de paix à plein de moments de ma vie. Mais encore une fois, les états qui m'ont le plus marqué, c'était les états avec des cérémonies de plantes médecine, où cette paix, elle est forcée physiologiquement, parce que d'un point de vue purement neurotransmetteur, justement, souvent que ce soit, si c'est avec l'ayahuasca, c'est par exemple l'alcaloïde du mix des deux plantes, elle va venir se loger dans certains de tes récepteurs. Donc il y a une interaction physique, pareil pour la psilocybine qui prend la forme de la sérotonine, qui vient se caler dans tes récepteurs. Et donc c'est une paix qui d'une certaine manière est forcée physiologiquement, mais elle reste là, tu vois. Donc voilà, je l'ai eu de manière très classique, naturelle, en faisant du sport, de manière très spontanée de « Ok, là, ma life, elle est alignée. »
on est dans cette voiture, il se passe rien de fou, mais en même temps, tout est fou. Et je suis tellement en paix, c'est tellement aligné, c'est parfait. Je l'ai eu sur des moments un peu plus mystiques, un peu plus cérémoniels. Je l'ai eu avec que la respiration aussi. Souvent, les intégrations post-respiration, il se passe ça, moi, quasiment à chaque fois. Quasiment, il y a sur 45 minutes, 1 heure d'un thé, disons, il y a peut-être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, si j'ai de la chance, 20 minutes, où je vais être dans cet état de... Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que juste s'allonger sur un putain de tapis et respirer. C'est le moment où il n'y a plus, justement, il y a toute la partie du cerveau qui analyse, qui essaye de survivre en permanence, elle n'est plus là, et juste on est. Et quand on est, c'est le Bouddha qui dit ça, qui dit quand tu es présent à la souffrance disparaît. Et sans parler de souffrance de j'ai mal, juste la souffrance de la rumination, tu vois, le mental toujours présent. Quand vraiment, vraiment, vraiment t'es présent, qu'il n'y a plus rien, putain, la paix, elle est là, elle est toujours là. Elle est toujours, tu sais, c'est le soleil derrière les nuages, en fait. Il est toujours là, le soleil. Il n'y a pas un monde où il n'est pas là. Donc, voilà, cette paix, je pense qu'on l'a tous en nous, c'est juste qu'il y a tellement de couches qui nous empêchent de revenir à nous-mêmes, et d'où le fait que voilà, c'est tellement important pour moi ce qu'on fait, ce qu'on prône, ce qu'on prêche, ce qu'on preach, et bravo pour le chemin que tu prends, ça me touche aussi très profondément personnellement, tu vois, c'est beau, encore plus des jeunes, tu vois. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'éduquer aussi à tout ça, de dire coucou les gars, venez on médite ensemble, venez on respire ensemble, venez on fait des bains froids ensemble, venez on fait des pratiques qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre d'arrêter d'être là et de revenir un peu là, en fait. Complètement. Voilà comment je perçois tout ça. Magnifique, mec, je partage beaucoup de choses. Tu m'étonnes. Pour finir, 5 questions signature. 5 questions signature. Question rapide, réponse rapide. Tu peux essayer de répondre en une phrase. Vas-y. C'était chaud. J'aime bien quand on me met dans la case, sinon ça partira en couille. Première question, un conseil que tu donnerais à l'ancien toi. Ok, peut-être il y a personne qui va capter, mais c'est le vrai conseil que je me serais donné il y a 1 an. Et peut-être que ça résonnera, ou peut-être que pas du tout. Mais c'est attention aux histoires que tu te racontes. Mais je donne un chouïa de contexte sur ça. Je pense que notre cerveau, il est tellement fort qu'il peut nous persuader de choses que des parties de nous peuvent persuader d'autres parties de nous de plein de choses. Et c'est juste ça. Attention à qu'est-ce qu'on se raconte au quotidien. Et encore plus quand justement tu touches à ces états un peu plus mystiques, on va dire, que des fois t'as des visions, t'as des messages. Attention à l'identification aux archétypes et à l'interprétation qu'on en fait. Attention. Et lâche tout. C'est peut-être le seul conseil. Vraiment, il y a 1 an, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est attention et lâche tout. Genre, apprends à lâcher. Justement, dans les cérémonies, le seul mantra qu'il y a quand tu étudies ça, avec le travail sur les psychédéliques, ils te disent « Be open, let go, surrender ». Sois ouvert, lâche prise, abandonne-toi. Et c'est pas pour rien. C'est pas juste pendant la phase du trip, tu vois. C'est un truc qu'il faut aussi continuer d'appliquer derrière toute ta life. Et pour moi, le parallèle là, c'est pas juste quelque chose que tu dois faire quand t'as la plante dans ton sang et que t'es en train de voir des trucs et que... Non. C'est... Pourquoi... Qu'est-ce que la plante, elle t'apprend, justement? Elle t'apprend à let go, elle t'apprend à lâcher, elle t'apprend à être ouvert et elle t'apprend à justement pas hold on, pas t'accrocher à des trucs qui viennent et qui repartent. Donc voilà. C'était pas une phrase, mais... Non, mais question rapide, réponse rapide. Ça m'a fait penser à un message du Bouddha, mec, ce que tu dis. Sur son lit de mort, il a donné 8 enseignements. Et il a dit, il n'y en a qu'un seul que je vous demande de faire tout au long de votre vie. C'est de laisser advenir ce qui advient. De laisser fondre. On peut le traduire comme ça aussi. Mon papy, il me le disait aussi. Il me disait t'as 2 mains. Il me disait, qu'est-ce que tu peux prendre? Tu peux prendre ça et ça. Dès maintenant, si tu veux prendre ça, qu'est-ce que tu vas faire? Bah lâche. T'es obligé. C'est même pas... Tu peux pas. J'adore. Donc, learn to let go. Tellement. Mais le vrai let go.
Parce qu'on peut vouloir lâcher prise. Ouais. Mais est-ce que tu lâches vraiment? Ouais. Et ça, Ouais. moi, c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. C'est aussi ce par quoi j'avais besoin de passer. J'avais besoin d'arriver à un stade où c'était tellement insoutenable qu'il n'y a pas d'autre solution. En fait, je dois lâcher. Sinon, je vais mourir. En fait. Sinon, je vais hold on to un truc qui part dans un ravin. En fait. Donc, lâche. Et bizarrement, le jour où j'ai lâché, instant de changement. Dans toute mon énergie, dans toute ma créativité, dans tout mon feu, tout est revenu du jour au lendemain. De 15 mois de galère, tu vois. Ok. Putain. Le vrai let go. Ouais. Putain, pourtant, j'avais essayé. Ouais. Mais il fallait un shift. Fallait que je comprenne justement cette notion de... Peut-être que tu es en train de te raconter des histoires et tu le sais même pas. Viens, on creuse un peu. Ouais. Ça, ah non, c'est pas que toi, on en parlait avec Isma juste avant, mais on parlait justement du fait que t'es pas obligé d'être la même personne que t'étais il y a un an, il y a 10 minutes, il y a un an, il y a 10 ans. Ouais. Et que c'est bien de faire ces thérapies où tu vas creuser dans le passé, mais viens, on s'en fout. Ouais. Viens, on oublie tout. Tout. Viens, on revient juste maintenant, là. Il se passe quoi maintenant? Ouais. Voilà. Magnifique. Quel est ton plus grand rêve? Là, tout de suite, c'est de matérialiser la vision du lieu que je vois et que j'ai envie de créer, qui va prendre forme et qui va littéralement être un lieu de transformation tellement puissante, qui va être un lieu tellement aligné avec toutes les personnes qui ressentent cet appel, cette sensibilité à explorer et qui, comme toi, comme moi, ont compris qu'il n'y a pas que l'esprit d'un côté, pas que le corps d'un côté, pas que le développement personnel d'un côté, et qu'il y a un ensemble qu'il faut prendre en compte, autant dans le corps que dans le mouvement, que dans l'esprit, que dans la respiration, que dans les arts martiaux, que dans... Et je suis vraiment sur un projet très holistique, que je garde pour l'instant encore sous clé, mais c'est la vision et c'est le rêve éveillé, parce que ça arrive, je le vois. Faut me laisser un peu de temps parce que ça va être fat, mais ça arrive. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ta définition de l'amour? À mon sens, si on dézoome, c'est juste ce qui nous lie tous, ce qui nous unit tous. Et je pense sincèrement, profondément, ce qui est notre purpose à tous. Comme les ricains ils disent, ce serait quoi le purpose? C'est la raison de vivre. Le sens, ce qui donne du sens à nos vies. Parce que peu importe ce par quoi tu es driven, peu importe ce qui te motive, peu importe ce pourquoi pour l'instant tu te lèves tous les jours, quand tu seras sur ton lit de mort ou que tu captes que tu es en train de mourir ou que tu es sur ce... quand tu captes que tu es en train de mourir et qu'il te reste 5 minutes de vie, t'inquiète qu'à ce moment-là, la seule chose qu'il y a dans ta tête, c'est comment j'ai aimé, qui est-ce que j'aime, qui est là autour de moi, c'est quoi les relations que j'ai eues dans ma vie, c'est quoi qui est important, c'est quoi que j'aime, que j'ai fait ou que j'ai pas fait, mais tout tournera autour de l'amour. Même si toute ta vie t'as été driven par faire de l'oseille, faire des millions, et tu y reviendras forcément un jour, et je pense qu'il y a que de se rapprocher proche de la mort qui nous ramène à l'essentiel, et c'est ce que tous les gens qui vivent des expériences de mort imminente nous disent, tous les gens qui sortent de cancer nous disent, au moment où ils sont passés pas loin de la mort, ils disent putain, mais à la fin tu sors, mais tu te dis mais j'ai fucké toute ma vie en fait, parce que j'ai pas aimé assez, donc maintenant je vais aimer, je vais aimer la vie, je vais aimer les gens. Donc let's go. C'est ce qui nous unit. Tellement. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Elle est sortie toute seule. Ta chanson du moment. Ça n'a rien à voir avec le texte. Tu dis, il fallait casser un petit peu après pour le rythme. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce que je trouve beau, c'est justement le fait que tu peux être tellement, on va dire, connectus et mystique et tenir des espaces de breathwork et amener les gens à connecter à leur foi et toi-même et méditer et tout, mais ça t'empêche pas de... T'as envie d'écouter des sons un peu nasty R&B et justement, kiffer ta vie d'humain ici, ça n'empêche en rien, tu vois. En ce moment, un petit shout-out to Dakiz, mon artiste français préféré qui est en train de tout péter. Mais là, tout de suite, le premier son qu'a pop, c'était un de mes autres artistes français préférés. C'était Voyou de Luigi. Et c'est vraiment je ne suis qu'un voyou, tu vois, c'est le refrain. Et ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas du tout connectus et tout. C'est vraiment dans la terre, dans...
Et j'adore cette dualité Ouais, aussi, tellement. qui représente tellement ce qu'on est. On n'est pas juste un truc, on est tellement un ensemble d'états d'âme et d'états d'être que j'avais un jeu de cartes là qui en parlait. Et en gros, c'est un travail sur lequel je me suis formé qui s'appelle Internal Family System. Et en gros, toutes ces cartes, c'est pas pour faire de la divination ou quoi, c'est juste des morceaux de toi. C'est juste des parties de toi dont t'as conscience ou pas. Ouais. T'as celui qui cherche à plaire, t'as celui qui n'a pas été écouté, t'as celui qui aime être seul, t'as celui qui est en deuil de quelque chose. Okay. Et t'as l'enfant intérieur, t'as celui qui a mal, et t'as tout ça. T'as trop de parties de toi, et il y en a encore plus. Il y a trop de parties de nous-mêmes. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on est un ensemble et qu'on peut pas se limiter à une seule étiquette de je suis quelqu'un qui médite, je suis un moine, je suis un bouddhiste, je suis un chrétien, je suis un... Non, t'es tellement plus large que ça. T'es peut-être un être humain, c'est peut-être le seul truc dont on est sûr, tu vois. Mais comprendre qu'on est un ensemble tellement complexe et tellement beau, et qu'on a le droit de tout vivre. On a le droit d'aller tout expérimenter, on a le droit d'être bien dans la terre, on a le droit d'être méga spirituel et méga matérialiste à un moment de notre vie, tu vois. Comprendre, justement, il y a d'ailleurs une citation qui dit ça, qui dit le matérialisme, c'est peut-être la voie spirituelle la plus puissante, parce que putain, elle te renvoie tout plein de gueule, tu vois. Quand tu côtoies que des gens qui sont driven par de l'oseille et tout, t'inquiète que tu comprends beaucoup de choses aussi. Tu comprends les névroses de l'humain, tu comprends où est-ce qu'on peut aller quand ça passe au-dessus de notre santé, de nos relations, de nos... Donc c'est une voie spirituelle comme une autre, en fait. Est-ce que tu as un mantra, une citation qui t'accompagne en ce moment? Pas spécifiquement, là, tout de suite. Okay. J'ai des prières régulières, mais et qui viennent très spontanément. Les plus régulières, c'est celles avant de manger, tu vois. Elles sont... c'est devenu un automatisme, mais pas je dois le faire. Pas c'est noté en mode si je le fais pas, c'est pas bien. C'est genre, ça se fait tout seul. J'ai de la nourriture en face de moi, je suis là en mode waouh. Merci, la vie, de me permettre de me nourrir avec un animal qui vivait il y a pas longtemps, avec juste d'avoir des aliments là, en fait. Et c'est pas... c'est tellement réel, c'est tellement sincère, tu vois. Merci. Donc, c'est juste un merci, c'est ça. Okay. C'est peut-être ça, la prière la plus courte, la plus simple, la plus efficace, et le mantra le plus impactant pour moi. Un merci, mais au sens large. Merci d'être. Merci de pouvoir vivre ça. Merci chaque jour d'avoir la chance de vivre un jour de plus, en fait. Parce qu'on ne sait jamais, quand tu vas dormir, tu te réveilles jamais, tu vois. Le padré qui vient de faire un deuxième AVC, qui a failli encore y rester, c'est un très bon rappel de putain, c'est vrai, on oublie, tu vois. Alors que t'as beau le savoir, hein. La vie, elle t'enlève du monde et tout, mais des fois t'oublies, tu repars dans des trucs et juste merci. On a trop de chance. Ils ont trop de chance. On a trop de chance. Ce sera le mot de la fin, je crois. Merci. Ça fait 5? Il me semble qu'il en manquait. Ça fait 5. Non, ça fait 5. Merci du fond du cœur, Christin. Merci. Pour ton temps, ta présence. À toi. Tes mots. Trop de ça, vraiment. Faut qu'on fasse l'inverse maintenant. Faut que ce soit moi qui t'interviewe. Ah, peut-être pour un prochain épisode. One day. Frérot. Merci du fond du cœur. À toi. Merci à tous pour votre présence, pour votre écoute. Désolé, on est un peu parti en couille, mais je pense que vous avez capté le message. On vous aime, prenez soin de vous, abonnez-vous, je sais pas si c'est dispo sur YouTube ou quoi, mais des pouces bleus, des likes, des commentaires, tout ça. Et puis see you next time. Bravo le polo. Merci vraiment, du fond du cœur. Ouais, vraiment. Je vais accueillir mon invité et manger avec nous. Manger.